Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du personnage principal de A Girl Walks Home Alone at Night, un film de vampire en noir et blanc westernisant, réalisé en 2014 par Anna Lily Amirpour. On ne connaît pas le nom du personnage interprété par Sheila Vand, donc je parlerai d'elle en disant la fille en référence au titre. Le film raconte l'histoire de Horash, je vais faire ce que je peux pour la prononciation des prénoms, qui est un jeune Iranien qui essaye tant bien que mal de gagner sa vie tout en prenant soin de son père qui est malade et junkie. Et un jour, ce jeune homme, il croise la route d'une jeune femme qui n'est autre qu'une vampire qui arpente la ville perchée sur son skateboard pour se nourrir du sang des hommes qui maltraitent les femmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de vous parler de ce film. Déjà, je le trouve génial. Ensuite, le personnage est vraiment très intéressant, ça je vais y revenir, forcément je vais le développer. Et ça va aussi me permettre de continuer à parler de thématiques que j'avais abordées dans ma vidéo précédente, celle sur Catwoman. Donc n'hésitez pas à la regarder, mais après, très honnêtement, c'est pas non plus nécessaire pour comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc cette fille, elle est tour à tour monstre et super-héroïne, mais comme pour Catwoman, l'un ne va pas sans l'autre. Alors moi, je vais montrer comment le film propose un nouveau modèle de super-héroïne. Pour ce faire, je vais commencer par montrer comment la mise en scène fait l'analogie entre super-héroïsme et vampirisme, puis je vais aborder la manière dont la fille sauve les rapports homme-femme, et enfin je vais montrer comment elle se rapproche du surhumain nietzschéen. Surhumain parfois traduit en surhomme, et là pour le coup on aura une surfemme. Dans un premier temps, si vous n'avez pas vu le film, je ne peux que vous conseiller de le voir avant de continuer à regarder cette vidéo parce que je vais tout spoiler. Alors pour commencer, la fille, si elle n'est jamais nommée et qu'elle est simplement appelée A Girl dans le titre, c'est parce qu'elle représente toutes les femmes de manière universelle, parce que toutes les femmes ont déjà pu constater au moins une fois dans leur vie que c'est chaud pour elles de sortir seules le soir dans la rue, simplement parce qu'elles sont des femmes. Et dans cette logique, le film a vraiment la volonté de forger un personnage de vampire qui soit avant tout une fille du quotidien, avec l'idée que justement, toutes les femmes renferment l'hypothèse d'un tel vampire. Au début du film, déjà, on a une petite séquence très parlante. On a ce plan où la fille sort d'une épicerie un sac de courses à la main. Elle porte son tchador, qui est le voile iranien, elle est dans la lumière et elle part sur la gauche. La scène est très claire, très normale, sans ambiguïté et on ne peut plus quotidienne. Mais le plan d'après, bien qu'il soit dans la continuité de cette action, est complètement différent. Déjà, la fille marche dans l'autre sens, alors que d'habitude au cinéma, si un personnage sort gauche cadre, il doit rentrer droite cadre pour que ce soit plus logique pour notre cerveau. Briser cette règle n'est donc pas un hasard, et ça sous-entend que ce personnage va aller à l'encontre de l'image qu'elle donnait dans le plan d'avant. D'autant plus que là, elle est dans l'ombre, son tchador n'est plus très distinguable et lui donne une silhouette flottante et mystérieuse. Ajoutons à ça qu'elle suit une rue qui descend et qu'elle descend des escaliers surmontés d'un fronton, et on a tout simplement l'impression de voir un vampire descendre dans sa crypte. Certes, la fille n'a pas le look classique des vampires qu'on a l'habitude de voir au cinéma, mais les plans où on la voit allongée sur son lit ou dans son bain, avec des cadres serrés qui l'enferment et une lumière très directive sur son visage, nous font faire le parallèle avec tous ces plans gravés dans notre esprit de vampires allongés dans leur cercueil. Surtout que parfois la musique aide. Par ailleurs, la fille nous est présentée comme une sorte de fan de Madonna, la Madonna des débuts, avec son look à la Papa Don't Preach, ses posters qui reprennent des couvertures d'albums, et la musique qu'elle écoute dans cette scène, qui fait beaucoup penser à des titres comme Lucky Star ou Spotlight. Dans beaucoup de films, cette scène d'une jeune femme qui danse et qui se maquille dans sa chambre aurait été filmée de manière très légère, si ce n'est comique, pour souligner la superficialité de l'action. Ici, au contraire, le côté organique de la caméra à l'épaule, la mise au point flottante et les ralentis apportent un aspect étrange et hypnotique. Tous ces éléments apportent de la gravité à ses gestes, que ce soit quand elle danse ou quand elle se maquille de manière un peu anarchique. C'est parce que ces gestes, qui sont ceux d'une jeune femme normale, sont aussi ceux d'une vampire qui se prépare à se rendre chez sa proie. Le film cache donc le fantastique dans la trivialité du quotidien, et les deux sont magnifiquement mariés dans ces séquences où elle se déplace la nuit, non pas en volant, mais perchée sur son skateboard. Cette transposition très moderne est contrebalancée par des rappels à l'esthétique classique du vampire, comme cette transition opérée par son tchador, qui fait office de cape. Cette analogie permet de montrer comment la fille s'approprie cet objet pour le subvertir et en faire un élément menaçant. Ce plan en particulier, avec la perspective lumineuse créée par les lampadaires, mystifie voire glorifie l'apparition du personnage, tout en restant dans une esthétique urbaine et austère, toujours dans l'idée de chercher le fantastique dans l'ordinaire. Et chercher le fantastique dans l'ordinaire, ça a un but sur lequel je reviendrai plus tard. À partir de là, on va s'arrêter sur comment le film met en scène le vampirisme comme une forme de super-héroïsme et pourquoi. Justement, dans cette scène où la fille vient saigner le père de Horash parce qu'il a ligoté et drogué Hattie sans son consentement, son arrivée fait autant penser à celle d'une super-héroïne que d'une vampire. En fait, la différence se fait dans le regard des personnages. Pour l'homme qu'elle vient punir, c'est un monstre, et pour la femme, c'est une sauveuse. D'autres plans sont pensés de cette manière.
Par exemple, lors de la toute première apparition de la fille, les angles de caméra posent déjà cette ambivalence. Un dealer est en train de recevoir des faveurs sexuelles de la part de Hattie, qui est prostituée, pour de l'argent qu'il n'a pas l'intention de lui donner, sans parler de la manière dont il la traite. Nous, on peut trouver la silhouette de la fille inquiétante, mais comme on est placé juste derrière elle, on partage son point de vue au sens propre, et comme on sait ce qui se passe dans la voiture, on partage aussi son point de vue au sens figuré. Donc à ce moment-là, on a déjà une vague hypothèse d'un justicier ou d'une justicière qui guetterait une scène de crime avant d'intervenir. Cette silhouette tapie dans l'ombre est donc effrayante pour l'homme, mais plutôt salvatrice pour nous et pour l'autre personnage féminin de la scène. Lors d'une séquence où Hattie se fait harceler dans la rue par le père d'Horash, la fille va mettre fin au harcèlement en se contentant de regarder la scène. Ensuite, elle va jouer à un jeu avec Hossein. C'est une première sommation qui consiste à littéralement le mettre en face de ses actions. Elle le met face à un miroir en répétant tous ses gestes. C'était bien essayé, mais malheureusement ça ne suffira pas, puisqu'on a vu précédemment qu'elle finissait par lui régler son compte. De même, quand elle active à fond le mode vampire pour flanquer la frousse aux gosses dans la rue, ça a beau sembler un peu rude, en fait ça représente les moyens détournés qu'aurait une super-héroïne pour rendre justice aux femmes et surtout œuvrer pour que les nouvelles générations soient mieux éduquées. Bref, tout ça c'était pour dire quel type de nouvelle héroïne et pourquoi un vampire. Maintenant on va étudier comment, au-delà des vengeances sanglantes qu'elle accomplit, la fille va réussir à transformer les rapports homme-femme avec la collaboration d'Horash. Pour planter le décor, je précise qu'au tout début du film, on voit le père d'Horash en train de se droguer devant une émission de télé qui explique aux femmes qu'elles ne sont rien sans leur mari. Donc en d'autres termes, on a un représentant de la génération précédente qui est en train de se priver de sa lucidité devant un programme machiste et conservateur. Et la première fois que la fille croise Horash, c'est derrière des barreaux, comme si leur interaction était de facto prisonnière de vieilles idées. Mais plus tard, la deuxième fois que la fille croise le jeune homme, il est en train de rentrer complètement stone d'une soirée déguisée, pour laquelle il se trouve être costumé en Dracula. Un peu comme s'il avait fait un pas vers elle et donc vers sa cause, comme s'il y avait un terrain commun sur lequel ils pouvaient s'entendre. Avec le jeune homme, on ne sait pas trop si elle est saoulée ou émue par sa candeur maladroite, par sa familiarité qui, pour une fois chez un homme qu'elle croise, n'est pas mal intentionnée. Donc quand elle lui propose de venir chez elle, on ne sait pas vraiment si c'est pour le tuer ou si c'est parce qu'elle se laisse séduire. Et c'est sans doute un petit peu des deux. Lorsqu'ils sont arrivés chez elle, elle a retiré son tchador, ou sa cape de vampire, et est en quelque sorte redevenue une fille normale qui danse sur de la pop. Lui, allongé dans son costume de Dracula qui se relève progressivement, est une sorte de parodie de vampire qui se relève dans son cercueil, comme s'il était animé par la musique. Finalement, un petit peu comme elle. Cette séquence, qui est accessoirement l'une des plus belles scènes romantiques qui m'a été donnée de voir, est très lente et très statique. Mais Horash amène de l'énergie et du dynamisme dans tout ça en faisant tourner la boule à facettes. Le temps que les personnages se rapprochent l'un de l'autre, l'émotion et l'attirance circulent entre eux au niveau du son de par la chanson qu'elle a mise et au niveau de l'image de par la lumière qu'il a déclenchée. Comme lors de la première scène qui se passait chez elle, l'action se déroule au ralenti, ce qui recrée ce climat d'ambivalence fantastique qui fait qu'on ne sait pas si elle va s'en prendre à lui. Mais en fait, ce ralenti est cette fois-ci dû à la poésie et à la délicatesse d'une scène romantique. On s'attend à un baiser ou à une morsure qui n'arrive pas et qui se change en câlin. Chez le vampire, le baiser et la morsure sont très souvent synonymes, ou toutefois métaphores l'un de l'autre. Ici, on comprend donc que la fille renonce à toute forme de prédation sur Horash et qu'elle laisse donc ce Dracula inoffensif ramener dans sa vie la dimension romantique du vampire. Avec lui, on peut même supposer qu'elle va plus loin dans le retournement de situation, parce que lorsqu'il se retrouve plus tard dans le film, elle va lui demander de lui percer les oreilles de manière pour le moins artisanale. Et c'est à mon sens une sorte de manière de lui demander une morsure de vampire, au moins métaphorique. Dans la même idée, on remarque également une évolution du placement des personnages dans le cadre. Ici, ils sont filmés pour la première fois côte à côte, placés sur le même plan et sous la même lumière, sans idée d'opposition ou de confrontation entre eux. Au contraire, ils sont chacun de dos, c'est-à-dire vulnérables, dans ce dialogue timide et maladroit. Il y a un élément en particulier qui symbolise l'influence de la fille sur les rapports homme-femme, et c'est le chat. J'avais bien dit dans l'introduction que j'allais dire des choses en rapport avec ma vidéo sur Catwoman. Le chat apparaît dans le tout premier plan où Horash l'attrape pour l'adopter. À partir de là, les apparitions du chat vont rythmer le film et il deviendra les yeux de la fille. C'est-à-dire qu'il sera témoin pour elle des actes qu'elle doit punir. On le comprend notamment grâce à des gros plans sur le regard du chat qui précèdent l'arrivée de la fille sur les lieux du crime. Le chat est donc associé à la femme dans ce film aussi, même si c'est d'une manière différente, et notamment à sa part sombre et indépendante, la part qui va demander des comptes aux hommes violents. Le fait que le film s'ouvre sur Horash qui adopte le chat
symbolise selon moi le fait qu'il est prêt à dépasser les valeurs dans lesquelles se complaît son père, et qu'il est donc prêt à faire la rencontre d'un personnage tel que la fille. C'est aussi grâce au chat qu'il va comprendre que c'est elle qui a tué son père. Au moment où il comprend ça, il est justement en train de remettre son Tchador comme s'il prenait conscience de sa double identité. Le chat est donc le symbole de l'épreuve que cette évolution des rapports lui impose. Faire confiance à la fille et ne pas lui en vouloir, c'est admettre que son père et ses valeurs mettaient à mal les rapports humains. C'est symbolique, mais quand Arash finit sans poser de questions par accepter dans sa vie celle qui a tué son père, il accepte en fait de se séparer du modèle conservateur des générations précédentes. Et à ce moment précis, le chat se trouve pile entre les deux, à hauteur de leur visage, pour incarner les rapports désormais francs et égaux qui les lient. On note aussi l'évolution du placement des personnages dans le cadre, qui sont de nouveau filmés côte à côte, mais cette fois-ci de face, forts tous les deux, plutôt que vulnérables comme dans la scène dont on parlait précédemment. Dans cette précédente scène, ils admettaient ne pas se connaître. La fille lui disait notamment qu'ils ne pouvaient pas être ensemble parce que Arash ne savait pas les horreurs qu'elle avait commises. Et bien maintenant, Arash est au courant et il l'accepte telle qu'elle est. Le film s'achève là-dessus, mais pas mon analyse, parce qu'il me reste une partie. Désolée. Effectivement, je ne saurais omettre tout ce qui se rattache à la cruauté des actes de notre vampire. Parce que même si moi aussi je rêverais d'aller planter des crocs dans tous les lourds et les dangereux qui m'empêchent d'être peinarde le soir dans la rue, il n'empêche que notre héroïne fait quand même preuve d'une certaine radicalité dans ses moyens, et à un moment donné se nourrit même du sang d'un SDF qui n'avait vraiment rien demandé à personne. Alors pourquoi ne pas exempter notre héroïne de toute cette cruauté pour en faire justement d'autant plus une héroïne? En fait, je pense qu'il existe une notion qui permet de vraiment réconcilier cette double identité de terrible vampire et de super-héroïne, et c'est la notion du surhumain chez Nietzsche. Pour le philosophe, les rares personnes qui s'élèvent au rang de surhumains ne sont pas forcément les plus fortes physiquement ou les plus intelligentes, mais ce sont celles qui réussissent à s'extirper, entre autres, de la morale religieuse, alors pour le philosophe essentiellement la morale chrétienne, qui a conduit des siècles d'humanité à détester le corps et tout ce qu'il est capable d'accomplir et de ressentir. Alors ok, évidemment dans le film il n'est pas question de christianisme, il n'est même pas tellement question d'islam parce que la religion n'est pas vraiment évoquée, mais tous les éléments dont j'ai parlé visent néanmoins à critiquer des valeurs artificielles et mortifères, aussi bien pour les femmes qui les subissent que pour les hommes qui les appliquent. Pour nous aider à cerner ce que serait un surhumain, Nietzsche dit « Quel type d'homme doit-on élever, doit-on vouloir ? Quel type aura la plus grande valeur, sera le plus digne de vivre, le plus certain d'un avenir ?» Le profil qui coche oui à toutes ces questions, pour Nietzsche, c'est l'individu qui ne va pas chercher ses modèles dans des idéaux fantasmés de religion ou d'humanisme, mais c'est celui, ou celle, qui veut continuellement chercher à réaliser la vie qui bouillonne en lui, ou en elle. Et ça sous-entend d'accepter de vivre pleinement à travers un corps, et donc d'aller potentiellement à l'encontre de valeurs traditionnelles très ancrées dans la civilisation. Évidemment, je ne dis pas du tout que Nietzsche cautionne le meurtre, mais je trouve ça quand même intéressant de mettre ça en parallèle avec le personnage de la fille qui, de par sa nature de vampire, a un besoin de se nourrir, et qui, à un moment donné, part du principe que cette nécessité de la vie prédomine sur le fait que c'est pas bien de tuer un innocent. Et justement, avant cette scène, la fille a un dialogue avec Hattie pendant lequel elle lui fait remarquer que Hattie ne sait plus ce qu'elle veut, ne veut plus et ne se rappelle pas avoir voulu. Or, c'est justement tout l'inverse de la volonté de puissance chez Nietzsche. La volonté de puissance qui est une expression de la vie, qui veut vouloir, qui veut croître pour aller toujours dans le sens de la vie. Aspect qui, selon le philosophe, anime tous les animaux. Donc pas étonnant que la fille soit associée au chat et qu'après ce dialogue, notre surfemme ne rechigne pas à se nourrir du sang d'un innocent. La supériorité de la fille par rapport à ceux qui incarnent des idéaux mortifères, elle est mise en scène dans la séquence où la fille se rend chez le dealer pour lui faire payer son comportement envers Hattie. Lui pense qu'elle est là pour s'envoyer en l'air, et vu le profil du type, on serait en droit de s'inquiéter pour elle. Pourtant, à aucun moment on éprouve de la crainte, alors qu'on ne sait même pas encore à ce stade du film que c'est une vampire. Elle est effectivement filmée en hauteur dans le cadre par rapport à lui. Lui est d'ailleurs parfois filmé en contre-plongée, ce qui a tendance à rendre son espèce de parade nuptiale encore plus ridicule. Bref, s'il y a bien une séquence qui symbolise l'élévation de la fille au rang de surhumaine, c'est celle-ci. Et comme par hasard, c'est la séquence où elle va dévoiler ses crocs et sa nature de vampire. C'est pas pour rien si Nietzsche dit que, selon les valeurs morales traditionnelles, les bons et les justes nommeraient son surhumain démon. Pour résumer et surtout pour conclure, la fille est avant tout un personnage qui est là pour opérer une libération des vieilles idées conservatrices, en proposant de nouvelles bases pour les rapports hommes-femmes et en supprimant les gens malfaisants trop soumis à ces modèles. C'est en cela qu'il est intéressant de superposer le monstrueux et le salvateur, le vampirisme et le super-héroïsme,
en utilisant le meurtre de ses victimes comme symbole du renoncement aux valeurs des générations précédentes. Dans une hypothèse nietzschéenne, ce cheminement requiert d'être celle qui saura restaurer des instincts favorables à la vie, qui sera le surhumain parmi les humains, qui sera le fantastique dans l'ordinaire, et pour Anna-Lily Amirpour, la vampire parmi les hommes. Voilà, j'en ai terminé avec cette analyse, j'espère beaucoup qu'elle vous aura plu, j'essaie de vous retrouver très vite, et d'ici là, portez-vous bien.